bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. J'espère que le gros bonhomme rouge et blanc vous a gâté hier. En attendant, voici les titres qui seront développés dans ce journal. Un point concernant les travaux des Jardins d'Apolline dans cette édition. Retour sur le spectacle Folie de Noël sur glace, un événement proposé sur la patinoire de Monaco juste avant le passage du Père Noël. Nous vous ferons découvrir une nouvelle exposition proposée au sein de la galerie de Jonquière au Larvoto, consacrée aux peintres des écoles du nord du XVIIe siècle, le paysage de neige. Et enfin, votre Focus Info sera consacré aujourd'hui à une exposition de voitures Bugatti exceptionnelles à découvrir sur les terrasses de Fontvieille. Depuis plusieurs mois, nous vous tenons régulièrement informés des avancées concernant les travaux des Jardins d'Apolline. Voici le dernier point de cette année. Sandrine Nègre. Plusieurs résidents des Jardins d'Apolline ont à ce jour quitté leur domicile pour rejoindre les appartements qu'ils vont occuper pendant la durée des travaux au sein de leur bloc. Les derniers jours du mois de décembre ont justement été marqués dans ce dossier par l'annonce des sociétés chargées de ces travaux. Les sociétés qui ont été sélectionnées sont les entreprises Satri et Ngeco qui étaient à l'origine de la construction de ces immeubles. Et en plus va se joindre à elle l'entreprise JB Pastor et Fils. La décision a été choisie pour comprendre ce qui s'est passé. Ces entreprises sont somme toute de très bonnes entreprises. On a vu en principauté des tas d'immeubles qui ont été construits par ces deux entreprises-là, qui sont de très bonne facture, de très très bonne qualité. Que s'est-il passé à Apolline? On ne le sait pas encore. Les experts y travaillent, il y a des tas d'experts qui travaillent tous les jours, qui recherchent les raisons. Et ces deux entreprises ont tenu à être associées à la réflexion de cet immeuble, elles-mêmes aussi pour comprendre ce qui s'est passé sans fuir les responsabilités, si responsabilité il y a de leur part. Un consortium qui prouve que dans des situations difficiles, tout le monde se donne un peu la main pour essayer d'être le plus efficace possible et pour assurer une garantie des travaux irréprochable. Un consortium donc pour ces travaux qui débuteront en 2018 au mois de février en poursuivant un objectif, celui de garantir aux résidents de retrouver des appartements impeccables. J'ai l'impression en lisant la presse que tous les Monégasques sont capricieux, des enfants gâtés, pour qui ce n'est jamais assez. Or, à les rencontrer tous les jours, et j'en ai rencontré des dizaines et des dizaines, les gens sont confiants, les gens sont reconnaissants au souverain et au gouvernement de tout ce qui est mis en place, de tout ce qui est fait pour traverser cette période très pénible. Et puis la plupart ont confiance en ce qu'on leur dit. Quand on dit qu'on va refaire les travaux et qu'on remettra les appartements à neuf, il n'y a aucune raison d'en douter. Ce qui a été dit par le gouvernement va être maintenu. Rien n'a changé, même si beaucoup de gens parlent, tout le monde raconte un petit peu son histoire, pensant en savoir un peu plus que l'autre. On avait promis les travaux en février, ils vont démarrer en février. On a promis de tout refaire, tous les sols seront refaits, toutes les cloisons seront refaites, les canalisations seront refaites, les étanchéités seront refaites. Rien n'a changé depuis l'annonce qu'avait fait le ministre d'État aux résidents, je crois, au mois d'octobre dernier. Et nous suivrons bien sûr pour vous les différentes étapes qui vont rythmer l'ensemble de ces travaux. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. Il s'agit d'un rendez-vous toujours traditionnel et très attendu, la vente du Pendée natal et au centre commercial de Fontvieille, une vente qui permet de replonger dans notre passé grâce au comité des traditions monégasques. En effet, ce gros pain rond était fabriqué par le passé grâce à de la farine qui provenait notamment des moulins de Monaco. Les noix déposées sur le dessus formaient une croix latine. Le petit rameau était lui symbole de paix. Alors que le village de Noël continue de battre son plein sur le port de Monaco, retour sur le spectacle Folie de Noël sur glace, un événement proposé par la mairie quelques jours avant le passage du Père Noël. Reportage d'Émilie Rousseau et Olivier Bonello. C'est une tradition avant Noël. La mairie de Monaco offre aux Monégasques et aux touristes de passage en principauté un spectacle à la patinoire du village de Noël. Une nouvelle fois cette année, le public était au rendez-vous et ce malgré les 9 degrés affichés au thermomètre. La troupe patinaire a présenté un spectacle intitulé Folie de Noël sur glace. Et de la folie, il y en avait en effet avec des cascades, de la voltige ou encore de la glisse. De quoi apporter encore plus de féerie à ces fêtes de fin d'année. C'est pas uniquement un spectacle de danse sur glace, il y a aussi de la magie, il y a aussi de l'acrobatie, il y a de la musique. Et puis il y avait ces numéros en l'air aérien qui ont été, je crois, très appréciés. Et c'est vraiment l'idée, c'est de donner ce cadeau à la population monégasque et aux visiteurs qui sont là
l'esprit du village de Noël, avec toutes ces animations, avec toute cette magie, avec, je dirais en plus cet esprit. Parce que cette année, on a la chance de pouvoir refaire le feu d'artifice, de pouvoir refaire le réveillon. Donc tout ça, c'est un ensemble. Et évidemment, cette soirée, elle est spéciale parce que c'est bien sûr gratuit, c'est ouvert à tous et tout le monde peut s'offrir cette belle soirée. Quand la grâce de la glace se mêle à la magie du cirque, pendant plus d'une heure, des centaines de personnes ont pu admirer les performances de ces acrobates et patineurs professionnels, avec en toile de fond la principauté, un spectacle qui aura ravi petits et grands. Magnifique, vraiment très très réussi. C'était vraiment très bien, très très beau spectacle, c'est vraiment très réussi et un grand merci à la mairie de Monaco pour nous avoir offert ça. Et avant Noël, ça y est beaucoup d'émotions et des jolis spectacles. Trop froid? Un petit peu quand même au bout d'un moment, c'est un spectacle qui dure un petit moment mais ça le mérite. C'était carrément super, super, je m'en remets pas. Les lutins, les cascadeurs, le Père Noël, c'était génial. Vraiment c'était un super spectacle, ça m'a fait rêver. La Reine des Neiges, Mario, les Mignons, le Père Noël et ses lutins auront offert une soirée d'exception et la patinoire à ciel ouvert proposera dans les semaines à venir d'autres animations sur glace. On pense par exemple au circuit de voitures radioguidées ou encore au championnat de patinage de Monaco. Coup de projecteur sur une nouvelle exposition proposée à la galerie de Jonquière au Larvoto, Paysages de neige, un rendez-vous qui vous plongera dans l'univers des peintres des écoles du nord du XVIIe siècle. Reportage de Sandrine Nègre. Manteau neigeux, citadins habillés chaudement, patineurs, lumière argentée, l'hiver est à l'honneur dans ces vues immaculées de différents peintres devenus de véritables maîtres en la matière, chacun dans un format assez différent. On a voulu, pour cette troisième manifestation de la galerie, célébrer l'hiver avec une présentation d'un des thèmes phares de la peinture ancienne flamande hollandaise, à savoir les paysages d'hiver. Donc on a réuni 11 tableaux de peintres prépondérants qui ont œuvré pour une part essentiellement dans les paysages d'hiver. Des œuvres qui permettent ainsi de plonger dans les années 1560 lorsque les Pays-Bas sont touchés par un petit âge de glace. Beaucoup de poésie se dégage aussi de ces pièces d'art. Il y a en tout cas deux peintres qui sont essentiels ici. Haverkamp, qu'on considère en Hollande comme le maître absolu des paysages immobiles sur la glace. Et on a deux beaux exemples, notamment un tout petit tableau rond qui est un bijou extrême de finesse où dans un diamètre d'à peine 20 cm, il a étendu un paysage à l'infini. Et puis également un autre maître, plus lyrique, qu'on appelle le maître de paysage d'hiver. Et il faut savoir d'ailleurs que ce peintre était ainsi baptisé depuis le XVIIIe siècle, parce qu'on ne connaissait pas son nom, son identité. Et ce n'est que sur un tableau signé qu'on a découvert vers 1960 qu'on a pu établir que le maître de paysage d'hiver était Gijsbert Leitens. On connaît très peu de tableaux de ce maître, il y en a un ici, c'est un peintre très lyrique, avec des grands arbres comme des dentelles, peu de personnages, beaucoup d'audace déjà dans la façon de traiter, ça appelle à penser déjà à l'impressionnisme, et on est au début du XVIIe siècle. Paysages de neige à découvrir au cœur de la galerie monégasque de Jonquière jusqu'au 26 janvier. Dans un tout autre registre, mais toujours au sein de la même galerie, vous pourrez aussi découvrir de l'art moderne avec plusieurs œuvres de Fontana notamment. Découvrez à présent votre Focus Info consacré cette fois-ci à une exposition de voitures Bugatti sur les terrasses de Fontvieille. Vanessa Dessy s'est rendue sur place pour vous présenter cette quinzaine de véhicules emblématiques de la marque. Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher, adage longtemps médité par Ettore Bugatti. Ce constructeur français a su bouleverser l'industrie de l'automobile. C'est pourquoi le musée de la collection de voitures du Prince Albert II souhaitait mettre en avant ces joyaux de l'automobile et ce passé de compétition sans précédent. L'idée était de présenter des expositions temporaires de véhicules emblématiques comme Ferrari, Hispano, Maserati, Lamborghini. Et pourquoi pas commencer par la marque Bugatti. Quand même, Bugatti a gagné le premier Grand Prix de Monaco en 1929. Il a gagné, et les voitures se sont imposées également en 1930,
31 et 33. Et en 1931, Louis Chiron, le grand pilote monégasque, a remporté l'épreuve sur une Bugatti 51. On la voit ici en 1929, au Grand Prix de Monaco. On la voit ici, le numéro 8. Là, elle part en premier parce qu'elle était en première ligne. Là, le propriétaire, début des années 60, qui présente sa voiture, le propriétaire actuel, qui présente sa voiture à l'aéroport de Nice, à côté de Louis Chiron et du mécanicien Bugatti d'époque. Donc là, on a une 57G type Le Mans de 1937 qui a couru au Mans. Ces véhicules avant-gardistes se classent aujourd'hui parmi les voitures anciennes les plus chères au monde. Art, forme et technique, un mythe est né grâce à une famille d'artistes issus de divers domaines. Ce sont des œuvres d'art. Dans l'histoire automobile, très peu de constructeurs se sont servis de l'automobile comme support pour exprimer leur talent d'artiste, comme l'était Ettore Bugatti. Ettore Bugatti est né dans une famille d'artistes et de chercheurs, d'inventeurs. Son grand-père s'est ruiné. Son grand-père voulait trouver le mouvement perpétuel. Son père, Carlo Bugatti, était un grand artiste ébéniste qui a fait des meubles vraiment curieux. On n'avait jamais vu ça auparavant. C'était vraiment des œuvres d'art pratiquement plus que des meubles. Son frère également était un grand artiste. Son frère, c'était Rembrandt Bugatti. C'était un sculpteur animalier. Il a fait des splendeurs de bronze représentant des animaux, notamment sur la Bugatti royale. Ettore Bugatti s'est servi d'une sculpture de Rembrandt Bugatti qui représentait un éléphant debout sur ses pattes arrière, avec la trompe en l'air. C'était vraiment une sculpture magnifique. Ettore Bugatti, très jeune, s'est passionné pour la mécanique, pour l'automobile. Et d'ailleurs, très jeune, il a vu un moteur thermique, avec des ailettes de refroidissement, qu'il a pris pour un moteur électrique. Au début, il pensait que c'était un moteur électrique. Et puis après, quand il a compris que c'était un moteur thermique à explosion, il a dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est mal foutu, je vais faire mieux ». Ces voitures étaient plus légères, plus puissantes, plus belles, plus passionnantes à conduire. Nous allons à présent rejoindre le directeur du musée de l'automobile des Terrasses de Fontvieille qui va nous parler plus particulièrement d'un modèle qu'il a choisi lui-même. Philippe Ranzini, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, c'est un plaisir. Alors vous avez choisi de nous parler de cette Type 37A, une évolution tout simple de la Type 37 juste à côté. Esthétiquement, ce sont les mêmes. Où se trouve la différence? Alors, les différences, c'est un 4 cylindres comme l'autre, comme la Type 37, mais celle-ci est dotée d'un compresseur volumétrique. Ettore Bugatti, pour augmenter les puissances de ses moteurs, a adapté des compresseurs. C'est une licence Roots. Et cette voiture était une voiture très performante. C'est une voiture qui était capable de rouler à peu près à 170 km/h, ce qui était en 1928, c'était énorme. Alors, elle a aussi d'autres particularités, c'est qu'elle a un allumage par magnéto. Par rapport à l'autre? Par rapport à l'autre. L'autre, c'est un allumage classique, Adelco. Celle-ci avait un allumage par magnéto. Cette évolution lui permettait d'avoir supprimé la batterie, donc ça faisait moins de poids. Et en fait, elle avait un allumage comme on retrouvait sur les avions. Alors justement, ce modèle est à l'origine d'innovations techniques majeures pour l'époque. C'est vrai que ça a bouleversé l'industrie de l'automobile, on peut le dire. Oui, il y avait l'emploi d'aluminium qui était employé pour la carrosserie, mais pour la mécanique aussi. Elle avait plein d'innovations. Ettore Bugatti était un inventeur de génie. Toute sa vie, il a essayé et il a réussi d'inventer il a déposé plein de brevets. Il a déposé 941 brevets, ce qui est énorme, mais dans tous les domaines. Ça pouvait être aussi bien des brevets de mécanique comme des brevets de machine à pâte. Machine à pâte. Machine à pâte, tout à fait, oui, tout à fait. Il avait fait une machine à pâte avec un volant de direction de Bugatti. Bon, c'est avec Peugeot, avec le poivrier, hein. On est oui, pas très loin. On est un peu dans la... Oui. Et est-ce que ce modèle, finalement, vous savez combien elle dispose de brevets?
Il doit en avoir aussi. Hein. Il y a beaucoup de brevets, Beaucoup, mais comme je vous disais, c'était des brevets qui étaient... ils partaient dans tous les sens. C'était une personne qui avait le cerveau en ébullition. Alors parlons de la motorisation plus précisément. Donc vous le disiez à l'instant, un 4 cylindres en ligne pour la génération, c'était vraiment exceptionnel, inédit. Alors, ce qui était exceptionnel, c'était qu'il était équipé de 3 soupapes par cylindre. Il avait un arbre à cam en tête. Et ça, c'est une première sur la Type 37A? Non, ce n'est pas une première. Ça, il a fait auparavant. Il a même commencé par des 4 soupapes. Après, il est revenu aux 3 soupapes. Mais ce qui était innovant, c'est que c'était un petit moteur d'1,5 litre de cylindrée, parce que cette voiture courait dans la classe des 1,5 litre. Oui. Et c'était une voiture qui était très performante. Aussi, il faut dire que la voiture était très légère. Je crois qu'elle fait 640 kg. Pour une centaine de chevaux, vous voyez le rapport poids-puissance. C'est irréel aujourd'hui. Voilà. Alors, vous venez de me dire 170 km/h. 170 km/h. Donc, dans cette structure en course, oui. J'imagine que le moindre accrochage pouvait être fatal. Était fatal, tout à fait. C'est vrai. Il y a eu énormément d'accidents à l'époque. Ouais. D'accord. Oui. Donc, engagée dans la compétition catégorie 1,5 litre, de suite, elle a mis d'accord toutes ses concurrentes. Ah oui. C'est vrai. Oui. Elles arrivaient toujours en premier. D'ailleurs, en 1939, Ettore Bugatti avait se vanté d'avoir 10 000 victoires. Alors, il y avait énormément de compétitions. Hein. Tous les week-ends, tous les dimanches, il y avait des courses dans tous les coins de France et il y avait toujours des Bugatti en tête. À peine 300, vous m'arrêtez si je me trompe, 300 exemplaires ont été fabriqués de la Oui, en gros, type du type 37, oui, tout modèle confondu. C'est-à-dire qu'il y avait le type 37 normal, sans compresseur, et le type 37 à compresseur. Et j'imagine que tout est fait à la main. Ah oui, tout est fait à la main, tout à fait. Et ce qu'on a oublié de souligner, c'est que dans toute cette collection, toutes les voitures sont en parfait état de marche. Oui. Alors moi, j'ai juste une faveur. Oui. Est-ce qu'on peut la démarrer? Bah écoutez, on va essayer. Normalement, elle doit démarrer. Allez, je veux bien. Alors celle-ci est équipée d'un démarreur électrique. Ce qui permet, c'était une modification qui était faite à l'époque, ce qui permettait de la démarrer beaucoup plus facilement, car avec le compresseur, il fallait amorcer l'essence, si vous voulez, remplir les cylindres. D'accord. Alors, je vais vous demander une aide. Oui, volontiers. Voilà. Est-ce que vous pouvez maintenir ce bouton appuyé? Allez. Voilà, ça l'empêche de démarrer. D'accord. C'est-à-dire qu'on coupe la magnéto, on met la magnéto à la masse, et là, je remplis les cylindres. Vous voyez, c'est pas pour la démarrer, c'est juste pour le remplissage. Voilà. Là, on revient. Vous pouvez lâcher. Alors, on doit également un peu de pression, d'essence. Ça, c'est une sorte de starter de l'époque? Oui, c'est une sorte de... Ça ramène l'essence. De starter, on enrichit le moteur. C'est toute une procédure. On ne démarre pas ces voitures comme on démarre une WRC, c'est aussi long pour la démarrer, oui, je pense. C'est vrai. On en est toujours là. C'était des voitures de course. Hein. C'est ça. Alors. En plus, merveilleux. Tiens, le ralenti, oui. je n'y crois pas. Oui. Sachez quand même qu'elle a pratiquement, en 2018, 90 ans. Oui. Et elle tourne formidable. Comme une horloge, j'ai envie de dire. Comme une horloge. C'était vraiment de la très belle mécanique. C'est fantastique. Philippe Rancini, merci. C'était un plaisir. Vous êtes une véritable encyclopédie de l'automobile. Je resterai des heures ici, mais malheureusement, il va falloir se quitter. Merci beaucoup. Et évidemment, je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Une exposition Bugatti inédite à découvrir en principauté au musée de l'automobile qui abrite déjà les collections de voitures princières
De 1910 à 2016, de la Bugatti Type 37 à l'Aveyron aux 1000 chevaux, revivez l'histoire extraordinaire d'une véritable légende. Quel temps va-t-il faire pour cette dernière semaine de l'année 2017? Voici la météo. Mercredi 27, un temps médiocre avec de la pluie le matin, amélioration partielle l'après-midi et quelques éclaircies. Jeudi 28, rafale de vent dans la nuit et le matin, diminution de la force l'après-midi, température comprise entre 8 et 12 degrés. Vendredi, une belle journée en perspective et quelques nuages isolés, température en hausse, comptez jusqu'à 14 degrés pour les maximales. Samedi 30, soleil doux et quelques nuages sans pluie. Pour le dernier jour de l'année, le 31 décembre, quelques passages nuageux mais de larges apparitions du soleil. Côté Mercure, comptez de 10 à 15 degrés. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.